Bonjour à toutes et à tous, merci de nous rejoindre aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo en matière de fiscalité. Aujourd'hui, on continue notre thématique sur la fiscalité des entreprises et plus particulièrement sur les principes généraux de la fiscalité internationale. On va revenir sur les bases essentielles de territorialité de l'impôt sur les sociétés et notamment revenir sur les principes d'établissement stable et de siège de direction effective. Puisqu'on a déjà été contacté par certaines personnes de type influenceurs qui avaient déjà mis au point certains montages avec des sociétés à l'étranger ou alors qui veulent mettre en place leur activité, notamment en s'expatriant à l'étranger ou en créant des sociétés à l'étranger. Il y a beaucoup de choses qui sont marketées sur Internet avec des créations de sociétés offshore, que ce soit au Delaware, que ce soit en Estonie, à Malte, à Dubaï ou au Royaume-Uni. Mais pourtant, il faut faire très attention parce que même si on vous vante une fiscalité attractive pour vos sociétés offshore, il y a des principes de base en fiscalité internationale, notamment sur cette notion d'établissement stable, sur lesquels il faut bien être attentif pour pas en fait tomber dans le piège du fait que l'administration fiscale estime que finalement votre activité est exercée depuis la France et que vous ayez une imposition en France. Donc c'est tous ces principes qu'on va reprendre dans la vidéo avec l'explication de la territorialité de l'impôt sur les sociétés applicables en application du droit interne français et en application des conventions fiscales, notamment sur cette notion d'établissement stable. On va également traiter des sanctions, des procédés de l'administration fiscale pour remettre en cause en fait le caractère d'une activité prétendument exercée depuis l'étranger mais qui sera en fait réalisée depuis la France. Quelles sont les sanctions applicables et avec la sanction la plus lourde avec des effets en droit pénal pour la fraude fiscale. On va également voir quelles sont les préconisations pour éviter justement de tomber dans ce piège d'établissement stable et d'imposition en France. Et enfin, en fin de vidéo, on va voir deux cas d'école qui sont tirés de la jurisprudence et d'une affaire d'une célèbre influenceuse qui vous montreront justement les choses à ne pas faire si vous êtes justement dans ce type d'activité type influenceur et vous souhaitez vous expatrier à l'étranger ou créer votre structure et de voir justement quelles sont les erreurs qui ont été faites par vos prédécesseurs pour justement les éviter et être en conformité avec vos obligations fiscales, le cas échéant en France. Donc voilà, c'est ce qu'on va voir dans la vidéo, c'est parti. Alors effectivement, avant de commencer, bien sûr, on vous invite, comme à chaque fois, à vous abonner, à liker la vidéo, à la partager au plus grand nombre pour qu'on puisse développer le plus rapidement possible notre chaîne YouTube et vous apporter le plus de contenu gratuit en matière de fiscalité. Et pour revenir à ce qui nous intéresse, en fait, on va partir sur les slides parce que ça sera beaucoup plus simple à comprendre pour qu'on puisse reprendre tous ces mécanismes de fiscalité internationale avec justement les principes généraux, les précautions à prendre en compte, les sanctions en cas de manquement et effectivement, en fin de vidéo, deux cas pratiques spécifiques sur des activités qui ont déjà donné lieu à remise en cause de la part de l'administration fiscale, estimant qu'il y avait une imposition en France. Donc c'est ce qu'on va voir sur l'écran, c'est parti. Alors effectivement, pour commencer, il faut en fait reprendre les critères de territorialité de l'impôt sur les sociétés en France, puisqu'on a un principe spécifique en France qui est que l'impôt sur les sociétés en France ne doit en fait viser que les bénéfices réalisés par les entreprises qui sont exploitées en France et aussi les revenus et profits de sources françaises réalisés par les entreprises étrangères ainsi que ceux dont l'imposition leur a été attribuée par la convention fiscale. Donc on voit qu'on a une notion importante d'entreprise exploitée en France puisque on va avoir en fait une imposition des bénéfices des exploitations en France qui va permettre de rattacher en fait pour les sociétés étrangères et bien sûr quelle que soit leur nationalité qui vont être imposables à l'impôt sur les sociétés en France pour leurs profits qui sont tirés d'une entreprise exploitée en France, alors que les sociétés françaises ne seront pas soumises à l'impôt sur les sociétés en France sur les bénéfices qu'elles vont réaliser d'entreprises exploitées à l'étranger. Bien sûr, ce principe s'applique également aux charges, donc on a vraiment une répartition sur le lieu d'exploitation de l'entreprise au niveau des bénéfices et des charges. Bien sûr, ça c'est le principe général, il y a toujours des dérogations, atténuations, notamment en matière de lutte contre l'évasion fiscale internationale, et notamment sur les transferts indirects de bénéfices. Je ne rentre pas plus dans les détails sur ces questions-là, mais il faut bien faire attention à cette notion d'exploitation en France, et qu'importe en fait l'endroit de siège de l'entreprise, que l'entreprise ait son siège en France ou à l'étranger, puisque par principe on va regarder quand même où est le siège social dans les statuts de la société, mais si bien sûr ce siège social est fictif, et qu'en fait le siège réel de la société notamment là où sont organisés ces organes de direction d'administration et de contrôle de la société sont en France,
et qu'on peut prétendre qu'il y a un siège de direction effective en France, il y aura un certain risque d'imposition finalement en France, même si la société a son siège social à l'étranger. Donc c'est ce qu'on va voir ensuite. Alors on voit du coup que pour cette notion d'imposition à l'impôt sur les sociétés en France, on va avoir cette notion d'entreprise exploitée en France ou hors de France qui va être importante. Pour savoir si l'entreprise française ou étrangère va être finalement imposable en France sur une partie de son activité ou la totalité de son activité. Et bien sûr, c'est comme en matière d'impôt sur le revenu, il va falloir différencier les principes en matière de droit interne et ensuite l'application du droit conventionnel, quand bien sûr il existe une convention internationale. Alors si on commence sur le droit interne, en fait, il faut savoir qu'il n'y a pas de définition légale et c'est la jurisprudence qui a permis de déterminer les critères d'exploitation en France. Et on va par principe rechercher l'exercice d'une activité commerciale habituelle en France. Donc, lorsqu'il n'y a pas de convention fiscale, lorsqu'on applique simplement le droit interne, on va regarder 3 critères différents qui sont l'existence ou non d'un établissement. Et par là, on va viser une installation qui va posséder un caractère de permanence et une autonomie propre, comme par exemple une usine, un comptoir de vente, une succursale, etc. Et qui va permettre de faire une unité de production ou d'échange qui va former un ensemble cohérent pour devenir en fait le siège d'opération qui va générer les profits. Et d'ailleurs, l'autonomie de cet établissement peut être caractérisée par soit le fait qu'il y a un personnel distinct ou certains services commerciaux, financiers ou techniques propres par rapport au siège. Et finalement, cette notion d'établissement, c'est ce qu'on va voir plus tard, c'est une notion qui rejoint assez la notion d'établissement stable au niveau des conventions fiscales. Et c'est ainsi que par exemple pour les sociétés étrangères qui vont exploiter un établissement en France avec juste un siège social à l'étranger, par principe, ces sociétés vont être imposables à l'impôt sur les sociétés en France pour leurs opérations réalisées en France. Ensuite, le second critère qui permet également de déterminer une entreprise exploitée en France, c'est la présence de représentants qui n'auraient pas de personnalité professionnelle distincte de celle de l'entreprise et qui agiraient en fait comme un véritable préposé avec une activité commerciale pour le compte de l'entreprise, donc l'entreprise à l'étranger. Et c'est là où il va falloir bien différencier sur la qualité de représentant et sa personnalité professionnelle, si elle est indépendante ou non de la société, notamment la société à l'étranger. Puisque si le représentant est complètement indépendant, l'entreprise qui est à l'étranger et qui fait appel à ce représentant en France et qui serait indépendant ne doit pas être considéré comme exerçant une activité en France. D'ailleurs, cette distinction représentant indépendant ou dépendant va se retrouver également dans l'application de l'établissement stable en application conventionnelle. Et notamment s'il peut conclure ou non des contrats au nom de l'entreprise étrangère qu'il emploie. Enfin, le troisième critère, c'est la réalisation d'un cycle commercial complet qui va se détacher des autres opérations de l'entreprise. Et s'il y a un cycle commercial complet qui est réalisé en France, dans ce cas-là, il y aura également une possibilité d'être imposé à l'impôt sur les sociétés en France. Alors, il faut savoir que pour caractériser un cycle commercial complet, on vise notamment l'achat-revente de marchandises, exercé de façon habituelle en France. Et d'ailleurs, on a une notion jurisprudentielle qui est assez large de ce cycle commercial complet d'opérations réalisé en France par une entreprise dont le siège est à l'étranger, puisqu'on a la doctrine administrative qui dit même que le fait que certaines opérations intermédiaires dans un cycle d'achat-revente se soient déroulées à l'étranger, par exemple la facturation, l'assurance des marchandises ou le conditionnement, ou alors que le centre de décision soit lui-même situé à l'étranger, reste sans influence sur le caractère complet du cycle commercial réalisé sur le territoire français. Donc on l'a vu, ainsi, une société étrangère peut être imposable à l'impôt sur les sociétés en France si l'administration fiscale caractérise qu'il y a l'existence d'un établissement, d'une installation qui va posséder un caractère de permanence et une autonomie propre en France, ou alors s'il y a l'existence d'un représentant sans personnalité professionnelle distincte qui va exercer pour le compte de la société à l'étranger une activité en France, ou alors s'il y a un cycle commercial complet exercé en France qui peut être détaché des opérations de la société étrangère. Et inversement, on peut reprendre aussi ces critères pour une société française qui va avoir une activité à l'étranger pour savoir si cette activité va être imposable ou non en France. Et si on peut estimer qu'il y a une exploitation hors de France, il n'y aura pas d'impôt sur les sociétés sur cette activité en France, mais il faudra également pouvoir justifier que à l'étranger, en fait, l'activité de la société française est effectuée par un établissement à l'étranger, donc qui serait le résultat de la représentation de son activité exercée à l'étranger, aussi rattachant étroitement, ou alors si les opérations effectuées à l'étranger sont faites par un représentant également sans personnalité professionnelle distincte. Dans ce cas-là, il faut que les opérations ne doivent pas être organisées, contrôlées et gérées par le siège de l'entreprise en France.
Troisièmement également, c'est si la société française peut prouver qu'elle a un cycle commercial complet à l'étranger et que ses opérations sont détachées de ses propres opérations réalisées en France. Donc on a vu les principes en droit interne et qui vont s'appliquer s'il n'y a pas de convention fiscale avec le pays du siège de l'entreprise, entre les deux pays qui sont en jeu pour l'imposition de l'activité exercée. Mais par contre, s'il existe une convention fiscale ou un accord particulier, on va appliquer les dispositions de cette convention fiscale ou de cet accord. Et s'il existe une convention, il va falloir regarder qu'est-ce qui est prévu dans la convention et si elle déroge aux règles du droit interne. Puisque par principe, dans ce cas-là, on ne va plus faire appel à la notion d'entreprise exploitée en France ou à l'étranger, mais à la règle de l'établissement stable. Et on aura une imposition dans un pays ou dans l'autre que s'il y a un établissement stable dans ce pays. Et ce qu'il faut faire attention, c'est que la notion d'établissement stable va être définie différemment dans toutes les conventions fiscales, même s'il y a un principe général sur la notion d'établissement stable. Il faudra bien regarder dans chaque convention, si elle existe, quelle est la définition précise de la notion d'établissement stable. Puisque si une entreprise étrangère a un établissement stable en France, elle sera imposable sur les revenus qui vont provenir de cet établissement stable en France. Et inversement, si une entreprise française a un établissement stable à l'étranger, elle sera imposable à l'étranger sur les revenus qui vont provenir d'établissements stables à l'étranger. C'est pour ça que cette notion d'établissement stable est très importante pour la répartition du droit d'imposer les bénéfices réalisés par des sociétés dans plusieurs États. Alors comme je l'ai dit, cette notion, cette définition d'établissement stable va être celle qui est définie dans la convention fiscale et qui sera propre à votre convention fiscale. Mais il y a des critères généraux qui sont une installation fixe d'affaires par l'intermédiaire de laquelle une entreprise exerce tout ou partie de son activité. Alors quand on donne cette définition, en fait, il faut différencier déjà les critères à l'intérieur de cette définition qui sont l'existence d'une installation d'affaires. Donc en fait, c'est l'installation de locaux, machines, outillages, emplacements dont l'entreprise aura disposition. Il faut que cette installation soit fixe. Ça veut dire qu'il faut qu'il y ait un lieu précis avec un certain degré de permanence et non pas de façon purement temporaire, même si selon l'activité en cause, la notion de temporalité et de brièveté de l'existence peut quand même qualifier un établissement stable. Et enfin, il faut que l'activité soit exercée par l'intermédiaire de cette installation fixe. Donc toutes les conventions vont donner par principe des exemples d'établissements stables avec une liste d'exemples. Je vous laisse lire les conventions pour savoir ce qu'il y a comme exemple, mais il y a par principe le siège de direction, ça peut être un bureau, une succursale, une usine, un atelier, etc. Et si on veut donner des exemples jurisprudentiels, il y aura toujours des définitions un peu plus précises applicables spécifiquement à la convention. On a pu déjà avoir pour une société luxembourgeoise dont la dirigeante et unique salarié effectuait en France où elle était domiciliée tous les actes de gestion courante de la société, tels que l'établissement de la correspondance commerciale, la réalisation des opérations bancaires, le suivi des paiements et encaissements et la gestion financière et comptable. Elle disposait en fait d'un établissement stable en France. On a également eu le cas pour une société américaine qui organisait et commercialisait des séjours à thème en France pour des clients anglophones par l'intermédiaire d'un site internet en anglais qui elle-même disposait d'un établissement stable en France au domicile de sa représentante et dirigeante en France. Puisque après, dans la procédure, on avait vu que le domicile de la dirigeante et les adresses de contact de la dirigeance et de la société étaient finalement en France. Et on verra également d'autres exemples en fin de vidéo sur des cas pratiques d'application de cet établissement stable en France par notamment des dirigeants qui ont leur domicile fiscal en France et une société à l'étranger. Alors je rentre pas plus dans le détail sur l'installation fixe d'affaires et notamment sur tous les cas de consécration d'un établissement stable et notamment sur les questions d'activité préparatoire ou auxiliaire. Mais ce qui est important à savoir, c'est que si vous avez une problématique particulière, déjà vous avez la possibilité également de faire un rescrit pour demander à l'administration fiscale est-ce qu'elle estime que vous avez un établissement stable ou non. Ça s'applique aussi également si vous exercez à titre indépendant pour savoir si vous avez une base fixe ou non en France et si vous êtes imposable en application de la convention qui vous est propre sur vos revenus de source française en France. Et comme je l'ai dit avant dans la vidéo, si on n'a pas une véritable installation fixe d'affaires qui caractérise cet établissement stable, on peut également quand même avoir un établissement stable au sens conventionnel si l'entreprise va être représentée par un agent qui traite des contrats en son nom. Il faut que ça soit un agent dépendant, parce qu'on a vu la différence entre un agent dépendant et indépendant, et qui sera en fait placé vis-à-vis de l'entreprise dans un état de dépendance juridique et économique. Il faut qu'il soit habilité à traiter des contrats de l'entreprise pour négocier tous les éléments. Il
faut qu'il y ait aussi qu'il y ait une présence stable de l'agent. On retrouve ce caractère d'établissement stable, donc certaine stabilité. Et ensuite, il faut que cet agent exerce dans des domaines bien caractéristiques qui vont caractériser cette existence d'un établissement stable. D'ailleurs, il faut faire attention à cette question de l'agent dépendant et sur les habilitations et sur les cas où cet agent peut être considéré comme un établissement stable, puisqu'il y a une vocation par les travaux de l'OCDE et également le Conseil d'État dernièrement en 2020 par rapport aux jurisprudences Google, qui est venu accentuer le risque d'application d'un établissement stable pour les personnes qui font appel à des agents dépendants. Donc voilà, on a vu les définitions de l'établissement stable aussi au sens conventionnel. Il faut savoir que dans les conventions, il y aura toujours une énumération de ce qui peut être qualifié par principe d'établissement stable et ce qui ne peut pas être qualifié comme établissement stable, notamment parfois sur les installations qui sont utilisées uniquement pour stocker ou entreposer des marchandises à l'étranger. Mais je précise bien qu'il faut regarder pour chaque convention quelle est la définition précise de l'établissement stable pour savoir ensuite est-ce qu'il y a imposition dans tel ou tel pays au titre de l'activité exercée par la société. D'ailleurs, cette question en matière d'établissement stable sera plus difficilement appréhendable sur toutes les activités qui sont effectuées par commerce électronique. Et où là, la fiscalité n'est pas encore adaptée complètement aux nouvelles formes d'activité sans présence physique dans les États. Mais on voit qu'il y a un mouvement quand même international pour lutter contre ces pratiques d'optimisation fiscale et d'activité depuis l'étranger par l'intermédiaire de serveurs ou de sites web dans un autre pays. Ensuite, à partir du moment où vous avez pu estimer s'il y a un établissement stable ou non, vous allez pouvoir déterminer le lieu d'imposition des bénéfices qui proviennent de cet établissement stable ou non. Donc il faudra bien regarder ce qui est marqué dans la convention. Donc par principe, si vous avez une société étrangère qui va avoir un établissement stable en France, elle va être imposable en France au titre de ses revenus. Mais par contre, si elle exerce une activité en France, mais que cette activité n'est pas exercée par un établissement stable, les revenus qui vont provenir de cette activité seront imposables qu'à l'étranger. Et inversement, si c'est une entreprise française qui a une activité à l'étranger, si l'activité est exercée par un établissement stable à l'étranger, ses revenus vont être imposables à l'étranger. Mais si l'activité est exercée sans établissement stable à l'étranger, ses revenus seront imposables en France. Puisqu'on a ce principe général qui est que si l'entreprise exerce une activité dans l'autre État par l'intermédiaire d'un établissement stable, ses bénéfices sont imposables dans cet État. Mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables à cet établissement stable. Et bien sûr, en matière d'établissement stable, on peut arriver à ce qu'il y ait une double imposition entre le pays du siège et le pays d'exercice de l'activité par l'intermédiaire de l'établissement stable. Et dans ce cas-là, on retrouve dans la convention les possibilités d'éliminer les doubles impositions. Donc là, il faut se référer à la convention pour savoir comment est traitées les problématiques de double imposition. Voilà, on a vu sur l'imposition, je ne rentre pas plus en détail sur les modalités de déclaration et les obligations déclaratives et sur les ventilations de résultats, mais vous avez les principes généraux d'imposition en matière de fiscalité internationale quand vous exercez par votre société une activité dans plusieurs États. Voilà, on a terminé sur cette première partie explicative de notre vidéo sur les notions d'établissement stable et de siège de direction effective d'entreprises exploitées en France. Vu la longueur des explications, on a décidé de couper cette vidéo en deux parties et on va retrouver en seconde partie toutes les précautions à prendre pour éviter qu'au titre de notre activité, on soit considéré comme ayant une entreprise exploitée en France ou un établissement stable. On va voir également les sanctions en cas de contrôle fiscal si l'administration fiscale estime que votre activité était imposable en France. Et ensuite, bien sûr, comme on vous l'a promis, les deux cas pratiques tirés de la jurisprudence et d'un célèbre cas d'une célèbre influenceuse sur leur structuration de montage, voir les erreurs qui ont été faites et ce qui a permis à l'administration fiscale d'estimer qu'il y avait une imposition en France au titre de leur activité. Voilà, donc on se retrouve sur la vidéo numéro 2.